Il y a des camps d'extermination que le monde connaît bien, Auschwitz, Treblinka, Sobibor. Leurs noms résonnent depuis des décennies dans les livres d'histoire, dans les témoignages de survivants, dans les procès qui ont tenté de chiffrer l'horreur. Mais il existe un autre camp, moins connu en dehors des Balkans, que des officiers allemands décrivaient avec gêne, que les partisans yougoslaves n'ont pas pu libérer pendant 4 années de guerre, et dont le commandant a promis à ses gardes quelque chose qu'aucun général du Troisième Reich n'aurait dit à voix haute, qu'ils pourraient tuer librement, sans conséquence, sans limite. Ce camp s'appelait Jasenovac. Il a fonctionné entre août 1940 et avril 1945 sur le territoire du soi-disant État indépendant de Croatie, un régime fasciste collaborationniste installé par Hitler et Mussolini après l'invasion de la Yougoslavie. Il n'a pas été construit par les Allemands ni administré par les SS. Il a été conçu, exploité et défendu par des Croates. Et dans ces installations, sur les rives du fleuve Sava, sont mortes entre 80 000 et 100 000 personnes, dont plus de 19 554 enfants documentés par leur nom. Ce qui rend Jasenovac unique dans l'histoire de l'extermination européenne n'est pas seulement l'ampleur de ses crimes, mais sa méthode. Il n'y a pas eu de sélection médicale à la manière d'Auschwitz. Il n'y a pas eu la froideur bureaucratique du Reich. Ce qu'il y a eu, c'est quelque chose de différent, à bien des égards plus perturbant. Une violence proche, manuelle, intime. Des marteaux au lieu des chambres à gaz, des couteaux au lieu des exécutions en rang, des gardes qui buvaient et tuaient en même temps au cours de la même nuit. Des hommes qui, 1 an plus tôt, étaient des chômeurs de villages pauvres et qui avaient maintenant un pouvoir absolu sur la vie de milliers d'êtres humains. L'État qui avait besoin d'un camp. Le 10 avril 1941, alors que les colonnes blindées allemandes terminaient de démanteler la Yougoslavie, un animateur de radio annonça depuis Zagreb la naissance d'un nouvel État. Il s'appellerait Nezavisna Država Hrvatska, l'État indépendant de Croatie, abrégé en serbo-croate NDH. Il naissait sous le drapeau d'un mouvement qui, pendant des années, avait été une force marginale dans la politique balkanique, l'Ustasa. L'Ustasa n'est pas arrivée au pouvoir par les urnes ni par une révolution populaire. Elle est arrivée parce qu'Hitler et Mussolini avaient besoin d'un gouvernement fantoche stable dans les Balkans, capable de garantir le contrôle de la ligne ferroviaire traversant le territoire depuis la frontière autrichienne jusqu'à Zagreb, Belgrade et au-delà. L'homme que les Allemands voulaient initialement pour gouverner cet État était Vlatko Makek, leader du parti paysan croate, la force politique dominante en Croatie. Makek refusa l'offre. Alors Hitler choisit Ante Pavelić et ses Ustase, un mouvement d'ultranationalistes croates avec un passé de terrorisme politique, exilé pendant des années en Italie et en Hongrie, qui attendait exactement ce moment. Pavelić était un avocat né en 1889 à Bradina, en Herzégovine, qui avait construit sa carrière politique à Zagreb dans les années 20 et 30 avec un objectif immuable, l'indépendance totale de la Croatie, par tous les moyens nécessaires. En 1929, après l'établissement de la dictature du roi Alexandre Ier de Yougoslavie, Pavelić fonda l'Ustasa en exil et commença à recevoir financement et entraînement de l'Italie fasciste de Mussolini, puis de la Hongrie de Horthy. Depuis ses bases en Italie, l'organisation planifia et exécuta des actes de sabotage et de terrorisme politique, y compris l'assassinat du roi Alexandre Ier lui-même à Marseille, le 9 octobre 1934, un magnicide commis en collaboration avec l'organisation révolutionnaire intérieure macédonienne. Ce crime valut à Pavelić une condamnation par contumace en France et en Yougoslavie, mais Mussolini le protégea du processus d'extradition. C'était un homme qui passait une décennie à s'entraîner pour le pouvoir absolu. En avril 1941, il l'obtint enfin. L'idéologie de l'Ustasa reposait sur 3 piliers qui s'alimentaient mutuellement: l'antiserbisme, l'anticommunisme et le culte de l'État croate. Pour les Ustases, la population serbe-orthodoxe n'était pas simplement une minorité au sein du nouvel État. C'était un corps étranger, une menace d'ordre ethno-religieux qui devait être éliminé, expulsé ou converti. Dans leur vision du monde, être serbe était indissociable d'appartenir à l'Église orthodoxe, et cette différence religieuse traçait la frontière entre le croate pur et l'ennemi intérieur.
L'antisémitisme complétait cette architecture idéologique, empruntant à la fois au nationalisme extrême croate du XIXe siècle et au racisme nazi. Les Juifs étaient désignés comme des agents corrompus au service des Serbes, une cinquième colonne qui, avec la population gitane, menaçait la pureté raciale du peuple croate. Les premières lois raciales de la NDH furent promulguées à peine 2 semaines après sa fondation. Le 17 avril 1941 entra en vigueur la loi pour la défense du peuple et de l'État, qui prévoyait la peine de mort pour tout acte jugé contraire aux intérêts du nouveau régime. Le 30 avril furent promulguées les dispositions légales sur la citoyenneté, qui excluaient explicitement les Serbes, les Juifs et les Gitans de la catégorie de citoyens de la NDH. Ce même jour furent adoptées les dispositions légales sur la protection du sang et de l'honneur arien du peuple croate, une copie presque littérale des lois de Nuremberg allemandes. En moins d'1 mois, l'État indépendant de Croatie avait codifié sur papier le cadre légal du génocide. Le nouvel État disposait d'un territoire incluant l'actuelle Croatie, la Bosnie-Herzégovine et des parties de la Serbie. Sur ce territoire vivaient environ 6,3 millions de personnes. Parmi elles, environ 1,9 million étaient des Serbes orthodoxes, quelques 700 000 des Bosniaques musulmans, environ 45 000 Juifs et entre 25 000 et 30 000 Gitans roms. Tous se retrouvèrent du jour au lendemain dans un État qui les considérait comme des ennemis raciaux ou religieux privés de droits civiques et de toute protection légale. Les premiers massacres ne se sont pas déroulés dans des camps. Ils ont eu lieu dans les villages mêmes où vivaient les victimes. Des groupes armés d'Ustaz ont parcouru les communautés serbes et juives de la NDH en exécutant, pillant et violant dès les premiers jours de mai 1941. Dans la région de Lika, en Herzégovine, et dans les zones rurales de Bosnie, des villages entiers ont été massacrés en quelques heures. Le massacre de Glina, le 12 mai 1941, est l'un des épisodes les mieux documentés. Des centaines de Serbes orthodoxes furent rassemblés dans l'église locale avec la promesse d'un acte de conversion au catholicisme, puis assassinés à l'intérieur du bâtiment. En juin 1941, un massacre similaire se répéta au même endroit, avec des centaines de victimes supplémentaires. Ces tueries publiques et désorganisées provoquèrent une réaction inattendue. Les critiques ne vinrent pas seulement de l'Église catholique ou de la population croate modérée, mais aussi des Allemands eux-mêmes. Le général Edmund Glaise von Horstenau, représentant allemand à Zagreb, fit rapport à Berlin en des termes exprimant son malaise face au caractère ouvert et chaotique des assassinats massifs. Les Allemands ne s'opposaient pas à l'objectif, ils s'opposaient à la méthode. La violence visible et incontrôlée déstabilisait les lignes de ravitaillement et la sécurité en arrière, provoquait des insurrections dans les communautés serbes et compliquait les opérations militaires. C'est cette pression, plus qu'aucun impératif moral, qui poussa le régime Ustaša à transférer les crimes vers les camps. Le premier camp croate fut Danica, inauguré le 15 avril 1941, à peine 5 jours après la proclamation de la NDH. Environ 2800 personnes y furent exécutées, suivi Kerestinec, ouvert le 19 avril. Ensuite vinrent les camps de Jadovno, Velebit et l'île de Pag, regroupés sous le nom de Gospić, qui en mai 1941 devint le premier véritable camp d'extermination croate. Les chiffres de Gospić parlent d'eux-mêmes. Sur les personnes qui y entrèrent, 94 sur 100 furent assassinés. Un total de 40 123 morts, dont 38 010 Serbes orthodoxes et 1988 Juifs. Le système concentrationnaire Ustaša avait une particularité qui le distinguait des camps allemands en Pologne ou en Bohême. Il fut conçu, administré et contrôlé entièrement par des Croates. Dans l'autonomie que Berlin accorda à la NDH, les Ustaš construisirent leur propre bureaucratie de la terreur. Ils l'appelèrent UNS, Ustaška nadzorna služba, le service de contrôle Ustaša, une police d'État responsable de la supervision des camps jusqu'à sa dissolution en janvier 1943, lorsque ses compétences furent transférées directement à la Direction générale de l'ordre public et de la sécurité. Les Allemands supervisaient la structure générale du régime, mais les décisions opérationnelles sur qui entrait dans les camps, qui vivait et qui mourait, étaient prises par des fonctionnaires croates. L'État indépendant de Croatie disposait de son propre appareil d'extermination.
Et au centre de cet appareil, sur les rives du fleuve Sava, se trouvait Jasenovac. La création de Jasenovac. À la fin de l'été 1941, les survivants du camp de Gospić furent chargés dans des wagons de marchandises. Ils ne savaient pas où on les emmenait. Les 20 et 21 août 1941, ces wagons arrivèrent à la gare de Jasenovac, une petite localité à la confluence des rivières Sava et Una, à la frontière entre la Croatie et la Bosnie. Les prisonniers furent débarqués et conduits à pied vers les prairies proches du village de Brosis. Ce qu'ils trouvèrent n'était pas un camp. C'était un périmètre de fils barbelés entourant un terrain ouvert, avec 2 tours de surveillance et quelques baraquements construits à la hâte avec des planches de bois. Il n'y avait pas de toit solide, il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas d'installation sanitaire. Ces premiers internés restèrent 5 jours consécutifs sans recevoir aucun aliment. Les gens s'évanouissaient et mouraient de faim. Les premiers prisonniers furent filmés par des opérateurs de caméra de la NDH et ces enregistrements furent utilisés à des fins de propagande pour les présenter comme des Serbes fuyant la violence des Setnici. Selon le récit officiel de Zagreb, le camp leur offrait un endroit où se protéger et travailler au bénéfice de la Croatie. Egon Berger, qui arriva le 11 septembre 1941, décrivit des années plus tard dans ses mémoires 44 Mjeseka ou Jasenovku ce qu'il vit à son arrivée. 3 baraquements construits en planches de bois à l'intérieur d'un périmètre entouré de fils barbelés. Dans les 2 premiers étaient entassés les Juifs arrivés quelques jours plus tôt de l'île de Pag. Dans le 3e, des centaines de Serbes. Berger était un jeune Juif de Zagreb âgé de 20 ans lorsqu'il fut déporté. Il survécut 44 mois dans le camp, une période extraordinaire qui fit de son témoignage l'un des plus complets disponibles sur l'évolution interne de Jasenovac. Le terrain que les Ustas avaient choisi était une plaine marécageuse sujette aux inondations périodiques du Sava et de l'Una. Cette géographie a conditionné toute l'existence du camp. La région de Posavina, où se situe Jasenovac, est l'une des zones à plus forte activité hydraulique de tout le bassin du Danube. Le Sava à cet endroit débordait régulièrement pendant l'automne et le printemps, transformant les prairies adjacentes en étendues de boue et d'eau stagnante. Les ingénieurs de la NDH qui sélectionnèrent le site le savaient. C'est pourquoi la première tâche des prisonniers fut la construction et l'entretien d'un système de digues protégeant les installations des crues. Le camp fut construit littéralement grâce au travail de ceux qui l'allaient exterminer et son entretien physique dépendit de ce même travail jusqu'au dernier jour de son existence. Les crues de l'automne 1941 obligèrent à déplacer les prisonniers d'un site à l'autre à de multiples reprises. Lorsque, à la fin de l'année, les inondations détruisirent les sous-camps 1 et 2, il fallut transférer 3000 prisonniers vers le nouveau sous-camp 3. Dans ce bref trajet, la moitié d'entre eux mourut. Le froid, l'épuisement et les coups des gardes pendant le transfert furent suffisants pour tuer 1500 personnes sur une marche de quelques kilomètres. Le sous-camp 3, également connu sous le nom de Ciglana, est le cœur de l'histoire de Jasenovac. Il était situé dans un ancien four industriel qui avait appartenu à une famille serbe, expropriée par les autorités de la NDH. Le mot serbo-croate, Ciglana, signifie usine ou four à briques, et ce nom finit par identifier le sous-camp le plus meurtrier de tout le complexe. Les installations industrielles préexistantes n'étaient pas seulement une commodité logistique. Elles représentaient physiquement le modèle que les Ustas voulaient appliquer à l'ensemble du camp, la conversion de ressources humaines en produits matériels jusqu'à l'épuisement total. Initialement, l'enceinte était entourée de fils barbelés sur 3 de ses côtés. Le fleuve Sava servait de barrière naturelle du côté sud, mais avec le temps, ce fil fut remplacé par quelque chose de plus définitif, des murs électrifiés de 3 à 5 mètres de hauteur. Pour entrer et sortir, il y avait 2 grandes portes en bois, toujours gardées par une double surveillance. Une tour de garde de 24 mètres de hauteur s'élevait au-dessus du camp, d'où il était possible d'observer l'ensemble du campement et ses alentours. L'électrification du périmètre fut une amélioration mise en place progressivement tout au long de 1942, après que plusieurs tentatives d'évasion à travers le fil barbelé original eurent montré que le système initial était insuffisant. Du côté du fleuve, un ponton en bois appelé Granik avait une double fonction.
C'était le quai où accostaient les bateaux apportant les provisions et les nouveaux prisonniers, et c'était également l'un des lieux privilégiés pour les exécutions nocturnes. Après avoir tué les prisonniers sur le Granik, les corps étaient jetés directement dans le Sava. Pendant les mois d'hiver, lorsque le sol gelé empêchait de creuser des fosses, le fleuve devint le principal dépôt de cadavres du camp. Cette pratique n'était pas inconnue des populations riveraines en aval, qui commencèrent à trouver des corps régulièrement à partir de la fin de 1941. Entre la fin de 1941 et le milieu de 1942, alors que de nouvelles vagues de déportés arrivaient, les prisonniers les plus habiles furent forcés de construire de nouveaux bâtiments qui transformèrent l'enceinte en un petit complexe industriel. Le Soukan 3 fut divisé en sections clairement délimitées, la section 3A pour les Serbes, la 3B pour les Juifs, la 3C pour les Croates, principalement communistes et partisans, et la 3D pour les Gitans. Cette ségrégation interne n'était pas seulement administrative. Elle déterminait les conditions de vie de chaque groupe, le type de travail auquel ils étaient assignés et, dans de nombreux cas, le moment et la méthode de leur exécution. À Jasenovac furent ajoutés un 4e et un 5e Soukan à mesure que le nombre de déportés augmentait. Le Soukan 4 était un périmètre principalement dédié au travail forcé en plein air. Stara Gradiška, le 5e Soukan, fut installé dans un bâtiment pénitentiaire du XIXe siècle situé à plusieurs kilomètres du noyau principal, sur la rive opposée du Sava. Stara Gradiška avait une fonction spécifique dans le système. C'était le principal lieu de détention des femmes, des enfants et des prisonniers politiques de haut profil. Ces installations, conçues à l'origine comme prison pour des centaines de détenus, furent adaptées pour accueillir des milliers de personnes, reproduisant les conditions de surpeuplement du reste du complexe. Le 1er mai 1942, les autorités de la NDH émirent une circulaire décrivant la nature réelle du camp avec une brièveté inquiétante. Jasenovac peut recevoir un nombre illimité de détenus. Elle ne fixait pas de limite à la capacité du camp car il n'y avait pas de limite réelle. Ce qui n'allait pas avoir de limite, ce n'était pas l'infrastructure, c'était le nombre de personnes qui pouvaient y être envoyées pour mourir. Cette phrase fut rédigée par des fonctionnaires qui savaient exactement ce qu'elle signifiait. Dans le langage administratif de la NDH, nombre illimité de détenus était la manière bureaucratique de dire que Jasenovac avait une capacité illimitée pour tuer. Les gardiens. Pour comprendre Jasenovac, il est nécessaire de comprendre qui étaient les hommes qui le gardaient. Ils n'étaient pas des soldats formés. Ils n'étaient, pour la plupart, pas des membres vétérans du mouvement Ustachis avec une longue expérience politique. Ils étaient, en grande partie, des hommes qui, un an avant 1941, n'avaient pas d'emploi stable, qui venaient de familles pauvres des régions rurales d'Herzégovine, de Lika et de Dalmatie, et que le nouvel État fasciste avait soudainement transformé en garde avec salaire, armes et pouvoir absolu sur la vie des prisonniers. Le commandant de tout le réseau concentrationnaire Ustachi était Vjekoslav Max Luburić, un homme de 30 ans en 1941, né à Posusje, en Herzégovine, qui avait passé des années en exil aux côtés d'Ante Pavelić. Luburić n'était ni un administrateur ni un bureaucrate. C'était un idéologue de la violence. Il croyait en la nécessité de l'extermination avec la même conviction que d'autres avaient pour la religion, et il transmettait cette conviction avec une énergie que ses contemporains décrivaient comme magnétique et effrayante à parts égales. C'est lui qui a conçu les grandes lignes du système concentrationnaire croate, qui a pris les décisions concernant les méthodes d'exécution et qui a promis aux recrues quelque chose qu'aucun commandant de terrain allemand n'aurait dit à haute voix devant des témoins. Qu'il pourrait tuer des Serbes en toute liberté, sans conséquences, sans limite. Pour cela, Luburić fit appel aux soi-disant Ustachis sauvages, des groupes armés organisés localement qui, depuis avril 1941, se consacraient au pillage, au viol et au massacre des communautés serbes et juives de manière désorganisée. Ces hommes ne faisaient pas officiellement partie du mouvement Ustachis, ne recevaient aucun salaire et ne bénéficiaient que du vol de biens. Leur incorporation à la garde des camps résolvait plusieurs problèmes simultanément. Elle leur donnait un salaire de l'État, les intégrait dans la structure institutionnelle de la NDH et les engageait de manière irréversible dans les politiques génocidaires,
transformant leur participation antérieure en crimes déjà commis qui les liaient au régime. Un fonctionnaire régional de la NDH en Herzégovine a laissé un portrait de ces hommes dans un document de l'époque, cité par l'historien Max Bergholz dans Violențas a Generative Force. Il décrivait comment les premiers recrutés pour rejoindre les Ustashis étaient ceux que l'on trouvait dans les rues sans emploi, des hommes qui, par leur comportement antérieur, n'étaient même pas qualifiés pour les travaux les plus communs. Ces mêmes hommes furent armés et reçurent tout le pouvoir pour décider de la vie et de la mort de leurs voisins. Le fonctionnaire les avait vus de ses propres yeux transporter des objets volés dans des maisons serbes. Lorsqu'il demanda à l'un d'eux pourquoi il portait ces objets, la réponse fut simple : « Parce que je suis un Ustashi ». L'historien Alexander Korb souligne que l'identification des gardes de rang moyen et inférieur à Jasenovac est l'un des aspects les moins étudiés de toute l'histoire du camp. Les commandants des sous-camps étaient d'anciens exilés loyaux à Pavelić, avec des parcours connus et documentés. Mais la base de cette structure, les hommes qui au quotidien frappaient, tuaient et décidaient qui vivait, restent dans de nombreux cas des figures sans nom et sans visage dans les archives historiques. Cette invisibilité n'est pas un hasard. L'effondrement de la NDH en 1945 fut si soudain que de nombreux auteurs de crimes de rang inférieur disparurent dans la confusion de l'après-guerre, se mêlant à la population civile ou fuyant à l'étranger par ce qui serait plus tard connu sous le nom de « Ratlin », les routes d'évasion utilisées par les criminels de guerre nazis et les collaborateurs vers l'Amérique latine et d'autres destinations. Le Soukan III eut plusieurs commandants successifs, chacun avec son propre profil de brutalité. Miroslav Filipovitch Majstorović, un moine franciscain expulsé de son ordre pour sa participation directe à des massacres, fut à la tête du Soukan pendant une partie de 1942 et fut responsable de certaines des tueries les plus massives de cette période. Son cas illustre l'une des caractéristiques les plus perturbantes de la NDH, l'implication d'éléments de l'Église catholique dans les crimes du régime. Filipovitch Majstorović fut finalement jugé et exécuté par les autorités yougoslaves en 1945 et lors de son procès, il témoigna avoir ordonné personnellement l'exécution de milliers de prisonniers. Il devint connu parmi les détenus sous le surnom de Fra Sotona, le moine Satan. Les gardes recevaient un salaire régulier de l'État. Ils avaient également la possibilité de s'enrichir directement en volant les biens des déportés arrivant par train. Cette pratique n'était pas seulement tolérée, mais selon Nikolaus Waxman, elle constitue un schéma reconnaissable dans tous les systèmes concentrationnaires du XXe siècle. Le pillage systématique des victimes génère de la cohésion parmi les auteurs. Les gardes de Jasenovac n'étaient pas des fonctionnaires neutres exécutant des ordres. Ils participaient activement à une entreprise d'extermination dont ils bénéficiaient matériellement et qu'ils avaient choisi, avec différents degrés de conscience et d'enthousiasme, comme mode de vie. Beaucoup d'entre eux agissaient sous l'effet de l'alcool. Le survivant Milan Duzemlić a témoigné que la plupart des Ustashis chargés des exécutions accomplissaient leur travail complètement ivres. L'alcool n'était pas seulement un lubrifiant pour l'horreur, il faisait partie du rituel collectif qui unissait les gardes entre eux, transformant le meurtre de masse en quelque chose qui ressemblait à une célébration. Cette intoxication constante augmentait de manière exponentielle le niveau de brutalité. Fatim Burkic se souvenait que les détenus étaient tués à coups de marteau ou de bâton parce que, selon les gardes, les munitions étaient trop chères. La rotation du personnel fut constante à Jasenovac pendant ces 4 années de fonctionnement, mais le caractère des crimes ne changea pas avec les changements de commandement. Chaque nouveau commandant apportait ses propres préférences et rituels de violence, mais la structure de l'extermination demeurait. Certains gardes, ayant fait preuve d'une brutalité particulière, furent promus et transférés dans d'autres camps du réseau Ustashi pour exporter leur méthode. La terreur de Jasenovac ne dépendait pas d'individus exceptionnels. Elle dépendait d'un système qui transformait des hommes ordinaires en meurtriers de masse et qui trouvait toujours suffisamment de volontaires pour le maintenir en fonctionnement. Le travail esclave. Jasenovac n'était pas uniquement un camp d'extermination, c'était aussi une usine qui fonctionnait grâce au travail d'hommes et de femmes que l'on tuait lentement et dont la production servait à l'armée et à l'État qui les exterminait. Dans le Soukan III, la zone nord du camp abritait ce que les prisonniers appelaient eux-mêmes la « fabrique de chaînes ».
un complexe industriel comprenant un atelier de forgeron, une fonderie et une usine de fusils. Les groupes de travail étaient organisés en brigades aux fonctions spécifiques. Le Lankara était chargé de la production d'armement. Le Siglana fabriquait des briques pour la construction des installations du camp et pour d'autres projets de la NDH. Un troisième groupe travaillait à l'entretien du barrage entourant le camp, une tâche permanente en raison de la nature inondable du terrain marécageux de la Sava. Un quatrième groupe exploitait la centrale électrique qui fournissait l'énergie au site. À la fin de 1941, dans les ateliers de Jasenovac, la première mitrailleuse de fabrication croate fut assemblée, inspirée de la MP-34 utilisée par les forces armées allemandes. La production fut si importante que la NDH envoya un lot de ses fusils en Espagne à la demande personnelle de Francisco Franco. C'est un détail qui éclaire les connexions entre les régimes fascistes européens pendant la guerre. Le camp de concentration et d'extermination de Jasenovac était également un nœud dans le réseau de relations commerciales du soi-disant Nouvel Ordre. Les prisonniers qui montaient ces fusils ne savaient, dans la plupart des cas, pas où ils allaient. Ils savaient que s'ils arrêtaient de travailler, ils mourraient. L'ampleur de la production industrielle à Jasenovac croissait tout au long de 1942 et 1943. Outre l'armement et les briques, le camp produisait des meubles, des vêtements et des chaussures pour l'armée oustachi et les forces allemandes stationnées dans la NDH. Il existait également des ateliers de menuiserie, de couture et de cordonnerie où travaillaient des prisonniers possédant des métiers spécialisés. Cette diversification industrielle répondait à une logique double, maximiser le rendement économique du travail esclave et, en même temps, justifier devant les autorités allemandes et l'opinion publique interne l'existence du camp comme une installation de travail et non d'extermination, bien que les deux fonctions opéraient en parallèle et sans contradiction. Les survivants décrivaient deux catégories de travail clairement différenciées. Les travailleurs de l'extérieur effectuaient les tâches les plus dures, décharger et charger les marchandises dans les wagons, déplacer les matériaux de construction, nettoyer la neige en hiver, entretenir les digues qui protégeaient le camp des inondations de la Sava. C'était un travail physique exténuant, accompli avec une alimentation minimale, sans équipement adéquat, et sous la menace constante de coups ou d'exécution si le rythme faiblissait. Les travailleurs de l'intérieur avaient des conditions théoriquement meilleures, du moins dans le sens où ils travaillaient à l'abri. Ils étaient serruriers, forgerons, mécaniciens, électriciens, cordonniers, menuisiers. Leurs compétences avaient une valeur pratique pour les Oustachis, ce qui, dans certains cas, leur donna un petit avantage pour survivre. Le cas de Mirko Pajkic est illustratif. Il avait été sélectionné avec 25 autres personnes pour être exécuté. Mais au dernier moment, il parla à un garde et lui dit qu'il était serrurier. Il fut retiré de la liste. Les 24 autres moururent. Les conditions de travail étaient extrêmes selon tous les témoignages disponibles. Il était absolument interdit de se reposer pendant les journées de travail. Il était interdit de parler. Les gardes qui surveillèrent le travail n'hésitaient pas à tuer à coups de bâton tout prisonnier dont les forces faiblissaient. Dans la seconde moitié de 1941, la mortalité quotidienne dans le camp en raison des conditions du travail esclave et de la faim combinée oscillait entre 5 et 8 personnes par jour. Un seul prisonnier a compté jusqu'à 22 exécutions lors d'une seule journée de travail. Un autre survivant se souvenait que les officiers oustachis leur criaient « Plus vite, plus vite !» tout en les frappant pour qu'ils ne ralentissent pas le rythme. Il existait également des brigades composées d'une vingtaine de prisonniers dont la seule fonction était de creuser des fosses. Des fosses pour enterrer ceux qui mouraient de faim, de maladie ou des coups reçus pendant la journée. Des fosses pour les exécuter pendant la nuit, des fosses qui étaient creusées à l'aube et qui étaient déjà pleines au lever du jour. Un membre d'une brigade d'inhumation était quelqu'un qui connaissait la géographie de l'extermination mieux que quiconque. Il savait combien mouraient chaque jour, où ils étaient enterrés, comment ils étaient morts. Cette connaissance constituait en elle-même une condamnation. Les oustachis éliminaient périodiquement les membres de ces brigades afin d'éviter que le nombre de témoins détenant trop d'informations ne s'accumule. Le travail esclave à Jasenovac n'avait pas pour objectif la survie des travailleurs. La différence fondamentale avec d'autres systèmes de travail forcé dans l'histoire est qu'à Jasenovac, la mort du travailleur n'était pas un effet secondaire indésirable de l'exploitation, elle faisait partie du plan.
Un prisonnier qui s'épuisait était éliminé et remplacé par le transport suivant. La main-d'œuvre était, au sens strict, jetable. Les trains continuaient d'arriver. Les transports ne furent jamais interrompus tant que la NDH eut la capacité opérationnelle de les envoyer. Faim, maladie et conditions de vie. Vojislav Pronjatović fut interné dans le Soukan 3 en décembre 1941. Il y resta jusqu'en mars 1942. Dans son témoignage, il décrivit avec précision ce qu'il trouva en janvier 1942. Environ 1100 détenus logés dans 3 baraquements primitifs et de petite dimension, sans fenêtres, avec seulement 2 portes, sans aucun type d'isolation thermique. Chaque baraquement mesurait environ 20 mètres de long sur 6 mètres de large et 3 mètres de hauteur. Chacun devait accueillir entre 300 et 450 personnes. Pronjatović affirma que ces constructions étaient plus adaptées à la vie de cochons qu'à celle des humains. Il n'y avait pas d'eau courante dans le camp. Il n'existait qu'un puits près de la cuisine. La distance et les conditions faisaient que de nombreux détenus finissaient par boire de l'eau stagnante provenant des flaques formées par les pluies et les infiltrations du terrain marécageux. Cette eau était contaminée par des matières fécales et cadavériques, compte tenu des conditions générales du site. Les diarrhées étaient constantes. La déshydratation agissait en parallèle avec la malnutrition, accélérant la détérioration physique des prisonniers dans un cycle très difficile à interrompre une fois commencé. L'hygiène était pratiquement inexistante. Les prisonniers ne pouvaient se laver que lorsqu'il pleuvait ou qu'il neigeait. Il n'y avait pas de canalisation d'eaux usées. Les latrines étaient situées à l'arrière des baraquements et lorsqu'il pleuvait abondamment, urine et excréments remontaient à la surface et inondaient les espaces que les prisonniers occupaient également. L'odeur était permanente et insupportable, mais au-delà de l'expérience sensorielle, les conditions sanitaires créaient un environnement propice à la propagation rapide de maladies infectieuses. Les vêtements constituaient un autre facteur de dégradation progressive. Les détenus n'avaient que les habits qu'ils portaient à leur arrivée. Avec le temps, le travail et l'usure déchirèrent les coutures. Beaucoup finirent par réutiliser les vêtements des morts, qu'ils fussent décédés de mort naturelle ou exécutés. La zone marécageuse où se trouvait le camp était un lieu de reproduction naturelle pour les moustiques, puces et vers. Les parasites proliféraient dans des conditions de surpeuplement et de manque d'hygiène. Les épidémies de typhus furent récurrentes pendant les 4 années d'existence du camp. En novembre 1941, une épidémie avait déjà coûté la vie à 8 gardes, selon des documents internes. En juillet 1942, une épidémie de dysenterie tua environ 1800 personnes en un seul mois. Le typhus ne faisait pas de distinction entre prisonniers et gardes, mais la différence était que les gardes pouvaient recevoir des soins médicaux et avaient des organismes moins affaiblis par la faim. Pour les détenus, contracter n'importe quelle maladie infectieuse équivalait en pratique à une peine de mort différée. Surtout, ce qui tua le plus de personnes à Jasenovac pendant l'hiver 1940 et à 1942 fut la faim. Les prisonniers recevaient 2 rations par jour, un bouillon à midi et un autre le soir. Les rations étaient si petites que les détenus mangeaient l'herbe qui poussait sur le sol. Plus de 20 personnes mouraient chaque jour de malnutrition cet hiver-là. Le manque de graisse et de sel dans le régime alimentaire, documenté par l'historien Alexander Korb, affaiblit les organismes au point que le système immunitaire ne fonctionnait plus efficacement. Un prisonnier arrivant au camp en bonne santé pouvait devenir méconnaissable en quelques semaines avec des plaies ouvertes dues à la malnutrition, des dents qui tombaient et des os visibles sous une peau devenue translucide. La majorité des détenus vivant dans les espaces ouverts du camp n'avaient aucune protection contre les éléments. En hiver, les températures pouvaient descendre jusqu'à moins 30 degrés dans cette région du bassin de la Sava. Il n'y avait ni vêtements chauds, ni couverture, ni combustible pour le chauffage. Les prisonniers dormaient sur des plateformes en bois nus, serrés les uns contre les autres, utilisant la chaleur des corps adjacents comme seul rempart contre le froid. Ceux qui se trouvaient aux extrémités des plateformes pendant les nuits les plus froides étaient parfois retrouvés morts au petit matin. En été, le soleil sur la plaine marécageuse provoquait de graves brûlures sur des corps déjà affaiblis, sans ombre disponible et sans eau suffisante pour s'hydrater. Pendant les mois les plus intenses de l'extermination, les corps s'accumulaient plus vite qu'ils ne pouvaient être enterrés.
Durant l'hiver 1941 à 1942, lorsque le sol était gelé et que creuser des fosses communes était pratiquement impossible, des centaines de cadavres furent empilés à l'air libre pendant des semaines. Cet amoncellement de corps non enterrés fut à son tour à l'origine de nouvelles flambées de typhus qui propageaient la maladie parmi les prisonniers vivant à quelques mètres des tas de cadavres. Les corps qui ne pouvaient être enterrés étaient jetés dans la Sava. En aval, des paysans trouvaient des cadavres flottant dans l'eau. Le gouvernement de la NDH alla jusqu'à payer 100 kunas pour chaque corps récupéré dans la Neretva afin d'éviter que les cadavres ne flottent jusqu'à des zones sous contrôle d'autres autorités et ne documentent l'ampleur du massacre. La torture et les méthodes d'exécution. L'horreur commençait avant même d'entrer. Les déportés arrivant par train de marchandises à la gare de Jasenovac étaient frappés avec des bâtons et des crosses de fusil dès qu'ils descendaient des wagons. C'est ainsi que s'en souvenait Rad Stanojevitch en 1943, dans l'un des témoignages les plus anciens sur le camp. Le trajet entre la gare et l'intérieur de l'enceinte ne faisait que quelques centaines de mètres. Ce parcours pouvait durer une éternité ou s'achever avant même d'arriver. Les gardes frappaient sans critère apparent et les plus faibles, les personnes âgées ou ceux qui avaient déjà survécu plusieurs semaines de transport sans nourriture ni eau adéquate, pouvaient ne jamais atteindre l'intérieur du camp vivant. Une fois à l'intérieur, les gardes se plaçaient en 2 rangées face à face, laissant un couloir étroit au milieu. Les nouveaux arrivants devaient traverser ce couloir. Ils étaient de nouveau frappés avec les crosses des fusils sur le corps et la tête. C'était le rituel d'entrée au camp. Une raclée collective qui établissait dès le premier instant la relation de pouvoir entre gardiens et prisonniers. Elle remplissait également une fonction de sélection immédiate. Ceux qui tombaient et ne pouvaient se relever étaient séparés du groupe et exécutés sur le champ. Parmi les méthodes de torture spécifiques décrites par les survivants, on distingue le soi-disant Zika, utilisé principalement pendant l'existence du Soukan II. Il consistait à enfermer les prisonniers pendant des heures, voire des jours, dans un petit espace entouré de fils de fer barbelés d'à peine 1 mètre de hauteur. Le fil de fer était assez bas pour empêcher de s'asseoir complètement, mais assez haut pour que se déplacer librement soit impossible. Les prisonniers ne pouvaient ni rester debout ni se pencher complètement. C'était une position de tension musculaire constante qui produisait une fatigue physique et mentale progressive et dont le but n'était pas de tuer directement, mais de détruire la capacité de résistance du corps et de l'esprit avant ce qui venait ensuite. L'inventaire des tortures à Jasenovac fut bien plus étendu que n'importe quelle méthode formalisée. Les gardes improvisaient avec les ressources disponibles et avec une imagination que les témoignages des survivants décrivent comme un aurore soutenu. Valon Tomsik mourut en décembre 1944 après l'amputation de ses testicules. Marika Lonkarevitch fut torturée en utilisant son vagin comme cendrier. Ce n'étaient pas des actes spontanés de violence individuelle. C'étaient des expressions d'une culture institutionnelle qui non seulement permettait mais encourageait la dégradation maximale des victimes, transformant leur corps en objet d'expérimentation avec la souffrance. Les viols étaient systématiques et constants. La majorité se produisait au premier étage du bâtiment principal où se trouvait l'administration du camp. Femmes et filles y étaient violées de manière routinière. Les hommes aussi. Les gardes Oustachi violèrent de jeunes garçons, souvent assassinés immédiatement après. L'utilisation du corps des prisonniers comme cible de violences sexuelles n'était ni marginale ni exceptionnelle. C'était une partie du système de dégradation totale que les Oustachi s'appliquaient à ceux qu'ils considéraient comme leurs ennemis raciaux. Le viol servait à communiquer aux victimes et à ceux qui en étaient témoins qu'aucune limite n'existait, qu'aucune dimension de la personne humaine n'était protégée à l'intérieur de ce périmètre. La méthode d'exécution la plus répandue à Jasenovac, depuis les premiers jours jusqu'au dernier, fut le coup de marteau. Un coup à la tête avec un marteau ou un objet contondant similaire. Albert Maestro, un survivant, témoigna que dès Noël 1941, cette méthode était pleinement établie. Elle était efficace dans le sens le plus brutal, ne nécessitait pas de munitions, était relativement silencieuse comparée à un tir, pouvait être réalisée par n'importe quel garde ayant assez de force et ne laissait pas le type de preuve balistique qu'un coup de feu laissait sur le cadavre. Les ivrognes pouvaient le faire. Et beaucoup le faisaient ivres.
Le couteau spécifiquement conçu pour égorger reçut un nom qui condense toute l'idéologie du régime en un seul mot. Srbošćak, qui en serbo-croate signifie littéralement « coupe serbe ». C'était une lame semi-circulaire que l'on plaçait dans la paume de la main avec une lanière de cuir, laissant les doigts libres. Elle fut conçue pour maximiser la rapidité des exécutions par égorgement, permettant au bourreau de tenir la victime d'une main tout en utilisant la lame de l'autre, sans avoir besoin de manier une arme conventionnelle. Plusieurs exemplaires du Srbošćak furent récupérés par les enquêteurs yougoslaves après la libération du camp et sont conservés dans des collections muséales. Les fusillades existaient également, bien qu'elles ne fussent pas la méthode prédominante en raison du coût des munitions et du bruit qu'elles généraient. En octobre 1942, 52 Serbes provenant de la région de Srijem furent massacrés contre le mur de l'hôpital du camp. Après l'exécution, les détenus se trouvant à proximité furent obligés de nettoyer le sang et de ramasser les morceaux de cerveau et les parties du corps éparpillées sur le sol, qu'ils enterrèrent ensuite à la périphérie du camp. Le survivant Milan Duzemlić se souvenait que la majorité des Ustashis chargés des exécutions les réalisaient complètement ivres, et que l'alcool augmentait tellement le niveau de brutalité que ce qui aurait dû être une exécution rapide se transformait fréquemment en une longue séance de violence avant la mort. La structure des exécutions à Jasenovac suivait un schéma reconnaissable. À l'arrivée de chaque nouveau transport, les gardes procédaient à une sélection rapide. Ceux qui ne pouvaient pas travailler étaient immédiatement séparés et conduits vers la zone de Gradina, de l'autre côté de la Sava, où des fosses communes déjà creusées les attendaient. À Gradina, 127 fosses communes furent identifiées après la libération. Dans le village voisin d'Ustica, 21 autres. Le fait que les fosses aient été creusées avant l'arrivée des transports indique un niveau de planification logistique qui contredit toute interprétation des crimes de Jasenovac comme des actes spontanés ou non coordonnés. Quelqu'un calculait combien de personnes allaient arriver. Quelqu'un ordonnait de creuser les fosses. Quelqu'un coordonnait le transport des corps depuis le camp jusqu'à l'autre côté du fleuve. Max Luburić, afin de réduire le nombre de cadavres à enterrer, ordonna la construction d'un four crématoire. La planification et la construction furent confiées à l'architecte et ingénieur Dominique Piccilli. Le four fonctionna pendant tout l'hiver 1941 jusqu'en mai 1942, avec une capacité d'incinération d'environ 160 personnes toutes les 24 heures. Le survivant Jacob Danon se souvenait avoir régulièrement vu sortir de la cheminée de la fumée noire pendant plusieurs mois. Cependant, le crématorium de Jasenovac était sujet à des pannes fréquentes, ce qui limitait son utilisation à des périodes intermittentes. La technologie de destruction massive des corps nécessitait un entretien que les ressources du camp ne pouvaient garantir régulièrement. Luburić fit également construire une chambre à gaz, précédée par l'usage expérimental de camions scellés dont les compartiments de chargement étaient alimentés par les gaz d'échappement du moteur. La chambre à gaz fonctionna pendant quelques mois, mais sa construction était si défectueuse que les autorités l'abandonnèrent et revinrent aux méthodes manuelles. Cette séquence révèle quelque chose sur la nature spécifique de Jasenovac par rapport au camp du Troisième Reich. Alors que les Allemands avaient développé et perfectionné des systèmes industriels d'extermination fonctionnant avec une fiabilité relative, les Ustashis opéraient avec des ressources plus limitées et une capacité technique moindre. À Jasenovac, le corps à corps était plus fiable que la technologie. Le marteau ne tombait jamais en panne. Dans le petit entrepôt appelé Zvonara, les Ustashis recouraient à une autre méthode. Enfermer les prisonniers et les laisser mourir de faim. Sans accès à la nourriture ni à l'eau, les détenus du Zvonara pouvaient mettre plusieurs jours à mourir, enfermés dans un espace sombre et étroit. C'était une exécution délibérément lente, utilisée comme punition exemplaire pour ceux qui avaient tenté de s'échapper ou pour des groupes de prisonniers dont l'élimination devait se faire de manière graduelle et sans les coûts que supposaient les exécutions de masse. Fatim Brkić le résuma dans son témoignage avec une précision qui ne nécessite aucun commentaire. Il les tuait à coups de marteau ou de bâton parce que les munitions étaient trop chères. Le terreur calculé, représailles et escalade. La terreur à Jasenovac n'était pas seulement le produit de la cruauté individuelle des gardiens. Elle avait une logique interne,
un système de stimuli et de réponse qui régulait les moments de plus grande tuerie. La violence n'était pas aléatoire, elle était, en grande partie, calculée et fonctionnelle. Elle servait des objectifs concrets au sein de l'administration du camp et dans le cadre de la guerre plus large que la NDH menait sur son propre territoire. L'un des mécanismes les plus réguliers était la représaille collective. Chaque fois qu'un prisonnier tentait de s'évader, la réponse des gardiens était disproportionnée et systématique. Des dizaines, voire des centaines de détenus étaient exécutés en une seule journée. Ce mécanisme remplissait plusieurs fonctions simultanées. Il punissait l'évasion de manière tangible. Il dissuadait les tentatives futures en générant chez les survivants la conscience que leur acte entraînerait la mort de leurs compagnons. Et il créait une pression interne entre les prisonniers eux-mêmes contre toute forme de résistance organisée, transformant la peur en un instrument de contrôle latéral opérant sans que les gardiens n'interviennent directement. Le deuxième grand facteur déterminant les pics de violence était le cours de la guerre anti-partisan. L'activité des partisans de Tito ou des Setnici serbes dans les zones d'opération proches de Jasenovac se payait directement avec le sang des prisonniers. Entre le 1er et le 3 janvier 1942, après une attaque insurgée dans la zone de Gradina, 262 prisonniers serbes furent exécutés dans le camp. Ils n'avaient pas participé à l'attaque. Ils n'auraient pas pu y participer. Ils étaient enfermés. Mais leur mort était la réponse du régime à une défaite militaire externe, un signal envoyé à la fois aux insurgés et à la population civile des zones d'opération. Cette logique de représailles révèle quelque chose d'important sur la nature de Jasenovac en tant qu'institution politique. Les détenus n'étaient pas précieux uniquement comme main-d'œuvre. Ils constituaient également une ressource de pression. Leur vie avait une valeur instrumentale qui pouvait être supprimée à tout moment si les circonstances l'exigeaient. Et cette valeur était connue de tous les acteurs, les gardiens, les autorités de la NDH, les partisans et les prisonniers eux-mêmes. La conscience d'être un otage collectif permanent ajoutait une autre couche de terreur psychologique aux conditions matérielles déjà extrêmes du camp. Entre décembre 1941 et janvier 1942, les détenus estimaient eux-mêmes qu'environ 4000 prisonniers avaient été assassinés directement en descendant des transports, sans même entrer dans les installations du camp. La sélection à l'arrivée était brutale et sommaire. Ceux que les gardiens considérèrent comme inaptes, que ce soit en raison de l'âge, de l'état physique ou de la catégorie, étaient séparés du groupe et conduits directement au lieu d'exécution. Il n'y avait ni procédure, ni registre, ni aucun document consignant leur arrivée. Ils disparaissaient simplement entre le train et le camp. La dynamique des exécutions massives répondait également au calendrier propre à la NDH. Les festivités religieuses ou politiques du régime étaient fréquemment accompagnées de massacres spéciaux dans le camp. Certains survivants ont documenté que les gardiens organisaient ce qu'ils appelaient eux-mêmes des nuits de travail, des journées d'exécution massives pendant lesquelles des groupes de prisonniers étaient sortis des baraquements à l'aube et conduits au lieu d'exécution à Gradina ou sur les rives de la Save. Ces nuits pouvaient se prolonger jusqu'au lever du jour. Le lendemain, les baraquements comptaient moins d'occupants. Personne ne posait de questions. Tout le monde savait. L'hiver 1941 à 1942 a été la période de mortalité la plus élevée de toute l'existence du camp, combinant froid extrême, faim, épidémie et rythmes accélérés d'exécution. La charge de travail des brigades d'enterrement était si élevée que le système s'effondra. Les corps s'accumulaient, les fosses ne pouvaient pas être creusées dans le sol gelé et les morts restaient empilés en plein air pendant des semaines. Les gardiens eux-mêmes, dont certains moururent de typhus pendant cette période, durent improviser des solutions logistiques pour gérer la quantité de cadavres produite par le camp. La Save devint la principale destination de ces corps pendant les mois d'hiver, mais même cette solution avait ses limites. Les corps flottaient en aval et étaient découverts par des communautés situées plus bas sur le fleuve, qui commençaient à comprendre l'ampleur de ce qui se passait à Jasenovac. Le 24 octobre 1942, dans un épisode qui documente jusqu'à quel point les critères d'internement étaient arbitraires, 35 personnes furent envoyées au camp malgré le fait qu'un rapport interne de l'UNS indiquait qu'il n'y avait aucune preuve qu'elles aient collaboré avec les partisans. La justification écrite était révélatrice.
Parce que leur village est gouverné par des bandits, il ne leur est pas permis d'y retourner et de rejoindre les hors-la-loi. Le simple soupçon suffisait. La possibilité future de résistance suffisait. En NDH, la présomption d'innocence n'existait pas pour les Serbes, les Juifs ni les Roms. La présomption était toujours de culpabilité, et Jasenovac était la destination de cette culpabilité. Les enfants de Jasenovac. Il existe une dimension de Jasenovac que les chiffres globaux ont tendance à obscurcir. L'historien Dragoje Lukic, travaillant pendant des décennies avec des registres, témoignages et archives, a documenté 19 554 enfants tués dans le camp. Ce n'est pas une estimation statistique. Ce sont des noms, âges et lieux d'origine reconstruits un par un à partir de documents survivants, de témoignages de témoins et de registres paroissiaux des communautés des victimes. Les enfants arrivaient au camp pour les mêmes raisons que les adultes. Ils étaient serbes, juifs ou roms. Ils avaient des parents qui avaient été arrêtés et étaient déportés avec eux, ou ils arrivaient seuls après que leurs parents aient été tués dans leur village d'origine. La NDH n'a établi aucune distinction d'âge dans ses politiques éliminatoires. Les enfants représentaient, dans l'idéologie oustachi, le problème du futur, la continuité biologique des communautés que le régime voulait éradiquer. Les laisser en vie signifiait, selon cette logique, planter la graine de la vengeance et de la résistance dans la génération suivante. Les lois raciales de la NDH n'exonéraient pas les mineurs. Un enfant d'ascendance, serbe orthodoxe ou juive, n'était pas citoyen de l'État indépendant de Croatie. Il faisait partie des catégories persécutées et, en tant que tel, était sujet à la détention, à la déportation et à l'exécution avec la même autorité légale que tout adulte. En pratique, cela signifiait que les enfants arrivant à Jasenovac sans parents, ou dont les parents étaient exécutés à l'arrivée, se retrouvaient dans une situation de vulnérabilité absolue, sans personne pour les protéger ou négocier leur survie dans les marges permises par le camp. Stara Gradiška, le 5e sous-camp du complexe, avait une fonction spécifique comme lieu de rétention pour femmes et enfants. C'était un camp dans le camp, situé dans un ancien bâtiment pénitentiaire à plusieurs kilomètres du noyau principal de Jasenovac. Les conditions à Stara Gradiška reproduisaient, et dans certains aspects surpassaient, la brutalité du sous-camp 3. Surpeuplement extrême, rations alimentaires minimales, épidémies récurrentes et violences systématiques des gardiens. Les mères, arrivant avec de jeunes enfants, se heurtaient à l'impossibilité de protéger leurs enfants des conditions du camp. La faim touchait les enfants plus rapidement que les adultes. Les maladies les tuaient avant eux. En mai 1942, lorsque les Roms déportés âgés sont arrivés au camp, la procédure illustrait la logique d'extermination appliquée à ceux que les Oustachis considéraient totalement inutiles. Tous furent séparés dès leur arrivée et conduits directement à Gradina, sans même entrer dans les enceintes du camp. Les fosses étaient déjà creusées. La même logique était fréquemment appliquée aux enfants les plus petits et aux mères, avec des nourrissons incapables de travailler. La sélection opérait avec une froideur fonctionnelle. Ceux qui ne pouvaient pas produire n'avaient aucune raison d'occuper de l'espace, de consommer les rares ressources du camp ou d'être enregistrés dans ces documents. Les témoignages de survivants adultes ayant été témoins de la mort d'enfants à Jasenovac font partie des plus difficiles à lire dans toute la documentation du camp. Des détenus ayant survécu à des mois de faim, de travail forcé et de violence décrivirent la mort des enfants comme la limite de ce qui pouvait être supporté psychologiquement. Un prisonnier serbe décrivit dans son témoignage, recueilli dans la compilation d'Antun Miletic, comment, durant l'hiver 1941 à 1942, les enfants mourant de faim dans les baraquements étaient sortis le matin avec les adultes décédés et empilés au même endroit, sans aucune distinction. Il n'y avait aucun rituel, aucune séparation. Les morts petits et les morts grands allaient au même endroit. Les médecins légistes, ayant travaillé dans les fosses communes de Gradina et Ustica après la guerre, ont trouvé parmi les cadavres des restes correspondant à des personnes très jeunes. La détermination de l'âge à partir de restes osseux détériorés est imprécise, mais les spécialistes ont pu établir qu'une proportion significative des personnes enterrées dans ces fosses étaient des mineurs. La structure osseuse des jeunes enfants, avec ses proportions caractéristiques et ses modèles de développement incomplets, était reconnaissable même sur des cadavres en état de décomposition avancée.
Le rapport de la Commission nationale du 18 mai 1945 décrivait la découverte de cadavres sur les rives de la Save lors de l'inspection initiale du camp libéré. Parmi ces cadavres, les chercheurs ont trouvé le corps d'une fillette au bord du fleuve. Il n'y avait aucune indication de son nom, de son âge ou de son origine. Elle faisait partie des 19 554. Le massacre des enfants à Jasenovac n'était pas un effet secondaire des opérations du camp, ni une conséquence involontaire de l'extermination de leur famille. Il faisait partie intégrante de la conception de la NDH. Exterminer les enfants des communautés persécutées revenait à exterminer la possibilité que ces communautés continuent d'exister dans le temps. C'était le crime qui clôt tous les autres, la garantie biologique du génocide. La fugue et la destruction des preuves. La libération de Belgrade en octobre 1944 a changé de manière irréversible la dynamique de la guerre dans les Balkans. L'Armée rouge, en coordination avec les forces partisanes de Tito, avait pris la capitale serbe lors d'une opération conjointe qui dura du 14 au 20 octobre. Pour les autorités de la NDH, cette chute était un avertissement évident. Si Belgrade était tombé, Zagreb n'était qu'une question de temps. Et si Zagreb tombait, Jasenovac tomberait également. Les autorités du camp commencèrent à faire ce qu'elles avaient partiellement appris de leurs alliés allemands, effacer les traces. Le processus de destruction des preuves commença des mois avant la fuite finale, à un rythme qui s'accélérait à mesure que le front approchait. Une équipe spéciale de prisonniers fut formée avec une tâche dont tous savaient qu'elle constituait aussi leur condamnation à mort: exhumer les corps des fosses communes de Gradina et Ustica et les brûler pour éliminer les preuves des massacres. Les prisonniers affectés à ce travail opéraient sous surveillance constante, sans possibilité de communiquer avec le reste du camp. Ils savaient trop de choses sur l'emplacement et le contenu des fosses, sur les méthodes d'exécution, sur les volumes réels de victimes. Il n'y avait aucune chance qu'ils soient laissés en vie à la fin du processus. Ils travaillaient à creuser les tombes de ceux qui étaient venus avant eux, sachant qu'une fois le travail terminé, ils seraient les suivants. Le harcèlement des forces partisanes s'intensifia au cours des premiers mois de 1945. Les colonnes de réfugiés et de militaires de la NDH en retraite commencèrent à se diriger vers le nord et l'ouest, en direction des zones d'occupation britannique en Autriche, cherchant à se rendre aux alliés occidentaux avant de tomber entre les mains de l'Armée rouge ou des partisans yougoslaves. La fuite de la NDH fut chaotique et massive. Des dizaines de milliers de soldats Ustashi, membres du Domobranstvo, l'armée régulière croate, et civils collaborateurs se mêlèrent dans des colonnes avançant vers la frontière autrichienne. Ce chaos fut, pour de nombreux auteurs de crimes dans les camps, l'occasion de disparaître dans la foule et de construire de nouvelles identités. Le 11 avril 1945, le directeur général de l'ordre public et de la sécurité de la NDH émit une circulaire à toutes les dépendances, ordonnant de ne pas envoyer à Jasenovac toute personne condamnée à moins de 2 ans de détention. C'était une instruction arrivée trop tard pour être opérationnelle sur le plan administratif, mais qui révélait la conscience institutionnelle de l'imminence de l'effondrement. Les autorités continuaient de produire des papiers bureaucratiques alors même que l'édifice de l'État s'effondrait. Max Luburic, depuis le commandement du camp, donna l'ordre final. Environ 1 millier de prisonniers se trouvaient encore dans l'enceinte à cette époque. L'ordre était clair: tuer tout le monde, sans exception. Et après l'avoir fait, brûler complètement les installations. Les gardiens commencèrent les exécutions dans les jours précédant le 22 avril. Les méthodes furent les mêmes qu'ils utilisaient depuis 4 ans. Marteau, couteau, coups. Les derniers prisonniers assassinés à Jasenovac mouraient de la même manière que les premiers. Dans la nuit du 22 avril 1945, le plus grand groupe de prisonniers encore présents dans le camp tenta une fuite désespérée. C'était un acte de désespoir calculé. Ils savaient ce qui les attendait s'ils n'essayaient pas. Environ 600 détenus franchirent le périmètre dans une tentative coordonnée, utilisant des outils de travail comme armes improvisées et profitant de la confusion des derniers jours pour réduire la vigilance de certains secteurs du mur. Beaucoup furent abattus au moment où ils franchissaient les fils barbelés ou les murs électrifiés. D'autres parvinrent à atteindre la forêt dans l'obscurité. Seuls 80 survécurent à cette nuit et atteignirent le territoire contrôlé par les partisans.
Le reste fut tué pendant la fuite ou recapturé et exécuté avant l'aube. Ces 80 survivants devinrent les derniers témoins directs de ce qui s'était passé à Jasenovac pendant 4 ans. Lorsque les partisans entrèrent dans l'enceinte, ils trouvèrent un camp presque méconnaissable. Les Oustachis avaient détruit la majeure partie des bâtiments. Ils avaient fait sauter les constructions les plus solides. Le rapport de la Commission nationale pour déterminer les crimes des occupants, daté du 18 mai 1945, décrivait l'odeur qui imprégnait le lieu, brûlé, cadavres en décomposition et explosifs détonés. La population de la zone avait été évacuée avec les gardiens dans les jours précédents, si bien que les enquêteurs trouvèrent la zone pratiquement déserte, avec seulement quelques femmes et enfants qui n'avaient pas pu ou voulu partir. Le long des rives de la Save, les enquêteurs découvrirent des fosses mal recouvertes dont dépassaient des pieds et des parties de tête. À côté de certaines de ces fosses se trouvaient des marteaux et des barres de fer. L'urgence de la fuite avait rendu impossible une destruction complète des preuves. Les fosses n'étaient pas bien scellées, car elles avaient été creusées et remblayées en quelques heures, les partisans approchant de toutes les directions et le temps des auteurs étant épuisé. Chaque fosse mal fermée était un document que les Oustachis n'avaient pas pu détruire. Les médecins légistes qui inspectèrent les cadavres trouvés aux abords du camp documentèrent un schéma cohérent. La grande majorité présentait de graves traumatismes crâniens causés par un objet contondant de taille moyenne. L'identification individuelle des cadavres était pratiquement impossible. La plupart étaient dans un état de décomposition si avancé que les moyens médico-légaux de l'époque ne pouvaient établir l'identité. Certains corps montraient une maigreur si extrême que même l'inflammation des tissus exposés à l'eau ne pouvait la masquer. Dans ces cas, les enquêteurs envisagèrent la possibilité que ces personnes soient mortes de faim avant de recevoir le moindre coup. C'étaient des corps que le camp avait consumés avant que les gardiens n'aient eu à terminer le travail. Dans les fosses trouvées près de Stara Gradiška, à environ 12 km du noyau du camp, les spécialistes analysèrent 528 cadavres répartis dans 4 fosses distinctes. Ils conclurent que 95% étaient morts des suites de coups portés au crâne. Un pourcentage important des victimes se trouvait le visage contre la terre, ce qui indiquait qu'elles avaient été forcées de se coucher face contre terre avant d'être frappées. C'était la même technique que l'SS Friedrich Jekyll avait utilisée dans les massacres de juifs ukrainiens depuis juillet 1941, le Sardinenpackung, ou empaquetage de sardines, à la différence que les Oustachis utilisaient des marteaux au lieu de pistolets. En mai 1946, les exhumations dans la zone de Stara Gradiška avaient mis au jour un total de 2570 cadavres de détenus du Soukan 5, selon les travaux ultérieurs de l'historien Davor Kovačić. Le grand four que les enquêteurs identifièrent dans l'enceinte fit l'objet de témoignages contradictoires. Construit apparemment pour la fabrication de briques, plusieurs survivants affirmèrent que des détenus y avaient également été brûlés, vivants ou morts. La difficulté de vérifier ces affirmations à partir des restes physiques disponibles en 1945 fit que la commission les enregistra sans pouvoir les confirmer ni les infirmer. La destruction délibérée du camp avant la fuite garantissait que certaines questions ne pourraient jamais être résolues avec certitude à partir des preuves matérielles. Ce qui restait, c'étaient les témoignages et les os dans les fosses.